Et ce soir, Monsieur Banderier va nous parler des mathématiques. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de la Science se livre organisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine sur le thème cette année des mathématiques. Nous avons le plaisir d'accueillir un tout jeune écouteur. Donc, Monsieur Banderier est chercheur au CNRS, mathématicien. Il nous a beaucoup séduit il y a 15 jours avec toutes les choses. On n'a pas tout compris, mais c'était pas fait pour en fait. Hein, je lui ai dit après, vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas tout compris, mais c'est pas grave, c'était pas fait pour être compris. C'était pour être montré. C'est ça un peu. La dernière fois, il a fait ça. Oui, non, mais on a retenu quand même la philosophie. On a retenu qu'on ne savait pas grand-chose en mathématiques surtout et que les équations à deux inconnues. Donc ce soir, c'est que disent les mathématiques sur notre environnement. Ça se met comme ça, automatique. Il me dit, tu dois toucher quelque chose. Je dis, mais dis-moi ce que je touche. Tu m'écris comme ça, du moins que ça enregistre. Oui, je ne veux pas me dire pourquoi. Ah oui, bien sûr. Il ne doit pas savoir. C'est parce qu'il ne sait pas. Je pense aussi que c'est ça. Oui, c'est parce qu'il ne sait pas. Oui. C'est plus simple de dire je ne sais pas. Ouais, mais bon, il y a des gens qui ne savent pas lire. Donc je vous rappelle aussi que les conférences sont enregistrées avec Hélène à la caméra et qu'elles sont mises sur le site. Elles sont mises sur le site de la médiathèque. Et donc vous pouvez aller les voir et les revoir pour ceux qui n'ont pas pu. La séance dernière met les séances des conférences et des cycles précédents. Quand vous êtes sur le site de la médiathèque, à gauche en bas, il y a quelque chose qui vous dit, voilà, c'est par là qu'il faut que vous cherchiez. Et donc celle-ci sera enregistrée, elle sera mise en ligne dans la semaine, ou plus tard la semaine prochaine. Mais c'est là les experts. La semaine dernière, on avait parlé un petit peu de l'histoire des mathématiques. On avait parlé un petit peu des mathématiques qui étaient faites dès l'Antiquité chez les Babyloniens, Sumériens, etc. Aussi chez les Grecs, les Égyptiens. Donc on va commencer aujourd'hui avec un petit peu ce que faisaient les Égyptiens en nature de géométrie. Alors la géométrie, comme le mot l'indique, c'est la mesure de la Terre, géométrie. Et c'est un petit peu avec la géométrie que sont nées les mathématiques. Il y avait d'une part la question de la géométrie, donc notamment pour mesurer la taille des champs, pour avoir les impôts correspondants, mais également pour étudier l'environnement, étudier la Terre, étudier les astres, etc. Alors notamment, donc souvent on pense que les Grecs et l'Antiquité pensaient que la Terre était plate. Alors c'est en grande partie faux. Alors si on remonte vers moins 500 avant Jésus-Christ, effectivement il y avait des penseurs grecs qui affirmaient que la Terre était plate et qui avaient même à partir de cette idée-là fait des mesures de ce qu'ils pensaient être la distance du Soleil, la taille du Soleil par rapport à la taille de la Terre, etc. Et c'est en évolution de ces idées qu'un autre savant, Ératosthène, a fait des mesures beaucoup plus avancées en ayant lui en tête que la Terre n'était pas plate. Alors comment naturellement on peut imaginer, peut-on avoir l'idée que la Terre n'est pas plate? Comment on peut en plus avoir cette idée? Ça c'est facile de l'avoir, hein. Le cercle c'est une jolie forme, enfin, la sphère c'est une jolie forme, etc. Mais quelle expérience de la vie de tous les jours, enfin, ou presque, peut nous inciter à penser que la Terre n'est pas plate? Alors, si vous me dites, si je marche très loin, je vais finir par tomber. Bon, très loin, ça veut dire quoi? S'il faut marcher des milliers de kilomètres, on ne peut pas savoir. Donc l'idée qu'en allant très loin, je suis tombé, c'est pas une preuve que c'est plat ou pas plat, ça ne prouve pas grand-chose. Ça. Il y a quelque chose de plus concret que l'on peut observer, que peut-être vous avez sans doute tous déjà observé, qui peut nous inciter à penser que la Terre n'est pas plate. Alors, pas question d'envoyer des fusées sur la Lune, de voir la Terre et tout ça. Hein. Pensez à quelqu'un de la Grèce antique. Quelle expérience pourrait-il faire pour observer que la Terre n'est pas plate? Quelqu'un a une idée? Alors, quelqu'un a une idée? Oui, monsieur?
Le Soleil, vous pensez à quoi par rapport au Soleil? La disparition. D'accord, ok. La disparition du Soleil. Alors oui, c'est une bonne idée, mais en quoi, si la Terre était plate, le Soleil ne pourrait pas disparaître aussi comme ça? Il faudrait qu'il renaisse quelque part. Alors, que la Terre soit plate ou pas, et qu'elle tourne ou pas autour du Soleil, on pourrait très bien imaginer. Imaginez la Terre, c'est le plat qui est là, le Soleil va faire le tour. Quand il est en dessous, c'est la nuit, quand on repasse dessus, c'est le jour. Donc, a priori, on pourrait penser que c'est compatible avec une Terre plate. Oui, mais par le moment. Je veux dire, sur les différents points, il disparaîtrait pour tout le monde. En même temps, si la Terre était sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable pour savoir que ça disparaît au même moment ou pas. Vous imaginez, vous êtes à tel endroit en Égypte, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe en Chine au même moment, etc. Le voyage dans le temps, dans l'espace prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pas si facile que ça de comparer le même moment à des gens qui sont à des endroits différents. On va revenir dessus. Donc, oui, alors si on creuse un petit peu cette idée, qu'on regarde comment le Soleil disparaît, sa forme arrondie, le fait que le Soleil ait une forme arrondie, on pourrait penser, si c'est un astre comme la Terre, pourquoi la Terre elle-même ne serait pas arrondie? C'est pas une preuve d'ingénieur, ça. C'est pas une preuve, c'est juste une idée, il n'y a rien de concret. Pensez à quelque chose de plus concret. Par rapport au voyage sur la mer, voilà, les bateaux, effectivement. Alors, plus précisément, je pense que tout le monde qui est allé à la plage a pu voir au loin apparaître un bateau. Et qu'est-ce que vous voyez en premier du bateau? Vous pouvez imaginer un très gros bateau avec une très très grosse coque. Ok? Et des grosses voiles. Mais une coque très grosse. Et qu'est-ce que vous voyez en premier? Vous voyez le mât et non pas la coque. Vous voyez les voiles. Donc ça laisse à penser qu'effectivement, c'est incurvé. Sinon, on verrait en même temps la coque que le sommet du mât. Donc c'est une première idée qui, concrète, qui peut laisser à penser que la Terre était incurvée, et de là à penser qu'elle est sphérique, il est naturel. Donc c'est une idée. C'est une idée que Ératosthène a eue, voilà, on va imaginer que la Terre est sphérique. Alors bien sûr, il n'avait aucune idée qu'il y avait Amérique, etc., mais lui, il était par ici, en Égypte. Et il avait été observé que lorsque le Soleil est au zénith, donc ça voilà, on sent bien défini, il y avait un puits à Syène pour lequel le Soleil éclairait exactement le fond du puits. Donc le Soleil était à la verticale du puits, en un sens. Et on peut voyager vers le sud, et donc au même instant, vous pouvez se mesurer aussi, le Soleil au zénith, à Alexandrie, le Soleil n'éclairait pas le fond des puits. Donc c'est ce qui se passe par ici, là. Voilà, le Soleil est au zénith, il éclaire le fond du puits. Ici, non. Pourquoi? Parce que le Soleil est tellement loin qu'on peut supposer que les rayons sont envoyés de façon parallèle. Mais quand on arrive sur la Terre, à cause de l'incurvation de la Terre, ici, il va y avoir un petit angle qui fait que le fond du puits n'est pas éclairé. Ça dépend de la saison aussi. Comment? Ça dépend aussi de la saison. l'amplitude des journées. Qu'est-ce qui dépendrait de la saison? La hauteur du Soleil par rapport à... Oui, la distance Terre-Soleil effectivement bouge, etc. Mais mesurer à un moment donné cet angle-ci, en fait, c'est quelque chose qui est fixe. Alors, ok, et donc, il a l'idée d'extrapoler. Donc, si on sait que ça fait cet angle-là, ok, eh bien, il a mesuré la distance qui était ici. Il a demandé à des chameliers de mesurer la distance. Donc, ils avaient l'habitude de faire ça, parce que les chameliers, ils étaient payés à la distance parcourue. Donc, ils savaient très bien mesurer les distances. Donc, il y a une caravane de chameaux qui a parcouru ça. Ok, ça fait telle distance. Et donc, on extrapole après cet angle-là par rapport à l'idée que la Terre soit sphérique. Et comme ça, il est arrivé à une mesure approximative de 40 000 km, qui est très bon à quelques pourcents près. Donc c'est extraordinairement précis pour l'époque. Et donc c'est des expériences qui ont été refaites assez souvent, y compris par les mathématiciens arabes des siècles après, etc. Alors au passage, qu'est-ce que ça utilise comme mathématiques? Ça utilise en fait un petit peu le théorème de Thalès, parce que pour mesurer l'angle qui est là, qu'est-ce qui a été fait? Il a mesuré la longueur du nombre
d'un monument. On ne peut pas mesurer l'inclinaison du nombre dans un puits. Donc en fait, il y avait un obélisque. Il a mesuré quelle était la longueur de l'obélisque. Et donc ça, en mesurant les différentes longueurs comme ça, on peut en reconstruire comme ça l'angle et puis extrapoler tout. Donc c'est de la géométrie assez simple, mais très, très bien utilisée. Donc voici une des premières applications non triviales des mathématiques, de la géométrie, à mieux comprendre l'environnement. Alors bien sûr, il y a tout un tas de choses qui se greffent également là-dessus, qui sont toutes les cartes de la Terre, enfin de ce qui était faiblement connu à l'époque. Alors, est-ce que je retrouve ma petite carte? Voilà, hop là. Ok. Donc voici une carte déjà relativement avancée. Là, je crois que c'est à peu près vers 200, entre 100 et 200 après Jésus-Christ. Alors à vrai dire, la carte ne date pas de 200 après Jésus-Christ. Elle a été reconstruite d'après des données de Ptolémée, d'après ses écrits, ses œuvres. Et c'est une reconstruction de 1500 d'après les écrits de Ptolémée. Donc c'est relativement précis. Et en 1500, c'est à ce moment-là qu'apparaît plein d'autres mathématiques un petit peu plus avancées pour essayer de représenter les cartes, donc notamment avec un monsieur qui s'appelle Mercator, et qui introduit de nouvelles façons de représenter la carte. Parce qu'il y a un problème fondamental, la Terre étant sphérique, on ne peut pas la représenter sur quelque chose de plat sans faire de déformation. Quelle que soit la façon dont vous y preniez, vous allez déformer quelque chose. Alors après, vous avez un petit peu du mou, suivant les conventions que vous prenez. Est-ce que vous préférez déformer ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce qui est sur les côtés? Est-ce que vous voulez conserver les angles, mais déformer les distances? Ou est-ce que vous voulez faire l'inverse? Donc il y a il y a beaucoup de choix comme ça. Et c'est ce qui est lié au fait, si vous regardez une carte de la Terre de nos jours, vous allez voir que le Canada, le Groenland et l'Antarctique ont l'air absolument énormes, notamment le Groenland et le Canada, alors qu'en fait, ils sont très grands, mais pas aussi grands que cela, notamment le Groenland. Donc si vous prenez un globe terrestre et que vous regardez la taille du Groenland, donc là, le globe terrestre, il est vraiment sphérique, vous voyez, c'est grand, mais pas tant que ça, mais si vous le regardez sur une carte comme ça, aplati, le Groenland sera énormément élargi. C'est lié à ce fait que voilà, il n'y a pas de bonne façon d'aplatir une sphère sur quelque chose de plat. Vous imaginez, vous avez une espèce de couverture sur une sphère, vous la mettez à plat, il va y avoir des plis. Alors les plis, il faut les faire disparaître. Donc forcément, à un moment donné, soit vous élargissez certains trucs, soit vous en rapetissez d'autres, ça va déformer les cartes. Alors, tout au long des siècles, il y a eu énormément de progrès de faits sur comment dessiner les cartes, avoir des cartes de plus en plus précises. Alors bien sûr, il y a des applications notamment militaires à ça, découvrir le monde, de nouveaux continents, de nouvelles ressources. Et il y a eu, ça s'est heurté à de nombreuses difficultés, notamment comment mesurer où on est sur la Terre. Donc de nos jours, il y a le GPS, on y reviendra dessus plus tard, mais à l'époque, il n'y a pas de GPS, donc comment se repérer? Vous êtes perdu quelque part dans l'océan Indien, où est-ce que vous êtes? Voilà, vous faites le tour de l'Inde, là on voit que l'Inde n'est pas super. Le Sri Lanka est complètement disproportionné par rapport à l'Inde. Donc comment vous faites pour mesurer ça, savoir où vous êtes? Alors il y a deux questions en fait. Il y a comment savoir où vous êtes, on va dire en hauteur, où vous êtes en largeur, latitude, longitude. Alors, savoir où vous êtes en hauteur, là il y a différentes astuces qui marchent bien, avec le sextant, se repérer par rapport aux étoiles. Donc ça, les navigateurs savaient à peu près faire. Un problème un petit peu plus gros était se situer en largeur. Et donc là, il y a eu tout un tas de prix de l'Académie des sciences de différents pays pour qui arriverait à créer des instruments capables de mesurer ça. Ça obligeait aussi à savoir bien mesurer le temps. Donc bien mesurer le temps a été quelque chose aussi d'important pour mieux faire des cartes plus précises. Alors, j'ai parlé de GPS. Alors, je peux dire un petit mot sur comment ça fonctionne. Hop là. Alors, image de GPS. Boum, 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 le petit GPS. Hop.
je ne me retrouve pas. Bon, alors je vais en image, je ne la retrouve pas. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Donc, déjà, il nous faut des petits satellites. Des petits satellites, combien de satellites? Donc, en permanence, il y a, je ne sais plus, peut-être une trentaine de satellites qui circulent autour de la Terre. Le système en lui-même est américain, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, on va dire, de géopolitique. Imaginez que les Américains décident de couper l'accès à leur système un jour. Qu'est-ce qui se passe pour d'autres pays? Il y a un exemple concret qui existe d'ailleurs. Comment? Il y a un exemple concret qui existe. Ils ont fait pour un pays, je ne connais pas l'exemple, oui. Non, entre justement le fait de l'utilisation des satellites américains, Oui. notamment par d'autres pays européens. L'incident que je veux rappeler, c'est notamment dans les années 90, durant la guerre de Yougoslavie, Oui. où il y a des troupes françaises qui devaient intervenir, et pour ça, donc, il fallait que les services américains qui devaient leur remettre justement la carte avec les positionnements. Il s'est avéré, et d'ailleurs les Français s'en sont rendus compte par leur propre moyen, en fait, qu'ils leur avaient donné une carte qui n'était pas juste. Ok. Cette question de dépendance, du moins on parlait tout à l'heure des géopolitiques, des géostratégies géopolitiques, donc je prenais uniquement un exemple concret de... Oui, donc en cas d'intervention militaire, etc. Donc bon, l'Europe est en train de développer un programme effectivement pour avoir des systèmes autres, etc., indépendants. Alors, comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est également des petits problèmes de géométrie, et l'idée est la suivante, c'est pour situer un point sur la Terre, voilà, je vais avoir l'occasion d'utiliser ce petit truc-là. Donc, ce qui est facile, en fait, donc votre voiture, vous imaginez qu'elle envoie un petit signal. On simplifie, on va imaginer qu'elle envoie le signal directement au satellite. Okay, et donc, ce que le satellite sait bien mesurer, c'est combien de temps met le signal pour lui parvenir. Et on sait à quelle vitesse ça circule, et donc, on sait à quelle distance vous êtes du satellite. Enfin, le satellite, vu que le signal avec votre voiture a mis un certain temps, il sait que la voiture, eh bien, elle est à une certaine distance du satellite. La Terre étant là, on voit à peu près où elle peut être. Mais la Terre étant sphérique, la voiture, vous voyez que ça décrit toute une zone. Là. Alors, l'ensemble des points qui sont à cette distance du satellite, il y en a toute une pelletée sur la Terre. Est-ce que vous arrivez bien à le voir ou je vous fais un dessin plus précis? C'est un challenge. Alors, ceci est la Terre. Ok, c'est arrondi. Et en fait, si vous imaginez qu'il y a un satellite qui est juste au-dessus de cette petite zone ici, tous ces points-là sont à la même distance du satellite. Mon cuir chevelu, vous imaginez une petite couronne ici autour de mon cuir chevelu. Toute la base de la couronne est à la même distance d'un point qui serait exactement au milieu de la couronne au-dessus. Okay. Donc un seul satellite ne permet pas de localiser une voiture sur la Terre, ça permet juste de localiser une zone, on va dire, sur laquelle cette voiture peut être. Alors, idée, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'avais un deuxième satellite? Donc j'ai un deuxième satellite, okay, qui est là, et il sait que je suis à une certaine distance de lui, donc lui pareil, il y a toute une petite zone comme ça, sur laquelle il sait que je suis. Si on fait l'intersection des deux zones, ça ne me localise toujours pas, ça va faire typiquement 2 points, par exemple. Idée, troisième satellite. Donc je prends un troisième satellite, je suis à une certaine distance de lui, on regarde l'intersection des 3 zones, et ça, normalement, ça me définit un point unique. Alors, donc ça, c'est l'idée, mais malheureusement, il y a un petit peu de mou, les horloges sont plus ou moins précises, etc. Donc, pour plus de sécurité, ça fonctionne en rajoutant un 4e satellite. Voilà. En augmentant les mesures, on diminue l'erreur. Alors, c'est l'idée de base. Hein. Au passage, ce qui est amusant, c'est que il y a besoin d'horloges super précises. Parce qu'il est très important de mesurer la vitesse ici avec une énorme précision, sinon la voiture elle se retrouve à 300 mètres de distance. Et donc quand on vous dit de tourner à droite, c'est râpé. Donc il faut des horloges super précises. Il faut des horloges tellement précises que c'est un challenge technique pour les fabriquer, mais qu'en plus, il y a un phénomène très amusant qui rentre en compte, qui est la relativité générale d'Einstein. Alors,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la physique jusqu'à Newton, on comprend bien, en un sens. Hein. La semaine dernière, je disais, c'était pour mesurer comment se déplaçaient les planètes, par exemple, prévoir des éclipses, savoir... oh mon Dieu! Savoir avec quel angle envoyer le bouquet de canon pour qu'il arrive dans la tête de l'adversaire. Ouais, je suis... Alors, donc, voilà, ça on comprend bien la physique de Newton. Et ça marche super bien pour décrire le monde. Ça marche super bien jusqu'à Einstein, donc c'est une théorie qui semble parfaite. Il y avait en un sens presque rien d'autre à rajouter. Mais au cours du 19e siècle, on découvre un certain nombre de phénomènes qui ne s'expliquent pas par cette théorie. Et Einstein va encore plus loin. Il prédit des phénomènes que personne n'a encore observés, qui d'après lui devraient exister, d'après sa nouvelle théorie. Par la suite, on a observé ces phénomènes qui ne sont pas démontrables par la théorie de Newton et qui sont démontrables grâce à la théorie d'Einstein. Donc, en un sens, ça valide la théorie d'Einstein. Elle est meilleure que Newton, elle permet de prédire des choses que la théorie de Newton ne permettait pas non plus d'expliquer. Alors, et notamment, un phénomène très étrange, c'est que le temps est déformé par plusieurs choses, où la notion que l'on a intuitive du temps n'est pas exactement la bonne notion, la vraie notion physique. Plus vous allez vite, plus le temps s'écoule lentement. Alors, nous, dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'occasion de vraiment l'observer. Il faut vraiment aller très 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 vite pour que ça crée un décalage. Par exemple, si vous allez à la vitesse de la lumière, le temps, en un sens, ne s'écoule plus. Donc vous imaginez un petit voyageur qui circule à la vitesse de la lumière, hein, il revient sur Terre, bah lui il a voyagé comme ça sans que le temps s'écoule pour lui, et vous, pendant ce temps-là, vous avez une longue barbe grise qui a poussé. Alors ça, c'était des expériences de pensée, quoi. C'est une conséquence des équations. Personne, vous voyez vraiment une application, jusqu'à temps qu'on s'amuse à faire des horloges super précises, qui tournent autour de la Terre, et qui tournent à une vitesse assez rapide. Pas du tout à la vitesse de la lumière, mais suffisamment rapide pour qu'il y ait un petit décalage du temps sur l'horloge dans le satellite, et le temps pour nos horloges à nous. Et donc, c'est l'un des rares exemples où pour avoir quelque chose qui tourne vraiment au sens bien indiqué, tourner à droite dans 1 mètre ou 3 mètres, et non pas dans 300 mètres, eh bien, il faut utiliser cette théorie d'Einstein pour corriger le petit temps des horloges et avoir des trucs suffisamment précis. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et je pense que comme outil technologique que l'on a de nos jours, c'est sans doute l'objet qui résume un petit peu plus l'ensemble des sciences qu'on a dû faire pour aboutir à créer ces objets-là. Il y a des mathématiques, il y a de l'informatique, il y a la physique, il y a la chimie, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour arriver à envoyer ces choses-là dans l'espace et que ça fonctionne de façon très, très pertinente. Au passage, on a beau avoir des choses très pertinentes comme ça, ça ne suffit pas. Parce que, en gros, il va y avoir encore d'autres phénomènes. Par exemple, vous allez rentrer dans un tunnel, le signal ne passe plus, votre truc perd la connexion, vous avez des routes superposées, il ne comprend pas quelle route il faut suivre. Je pense que même si vous avez des GPS pas si vieux que ça, vous avez peut-être déjà aussi observé ce problème-là. Donc ça veut dire que non seulement il faut de la physique, mais en plus il faut toujours avoir des géomètres de terrain qui vont aller vraiment sur le terrain pour comprendre comment sont faites les routes, quelle est vraiment la géographie du terrain. En gros, avoir des cartes sur lesquelles on a rajouté de l'information. Hein, il y a besoin d'information traitable par l'humain et par votre petit GPS qui va bien réussir comme ça à mieux vous guider. D'autres phénomènes aussi peuvent être, suivant que le terrain monte, vous imaginez si vous êtes dans un terrain qui est en montagne, vous êtes donc plus haut sur la Terre, donc ça fausse la distance. Si lui il pense qu'on est tous à 0 mètre au-dessus de la mer, ça va fausser la distance qu'il estime, enfin, etc. Donc il y a vraiment besoin aussi de géographie de terrain pour arriver à corriger ces choses-là. Ok. Donc ça c'était un petit peu donc, des lointaines avancées de ce qu'avait fait Ératosthène pour la mesure de la Terre. Au passage, Ératosthène était aussi quelqu'un qui était très lettré. C'était le conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc la plus grande bibliothèque du monde à l'époque, qui a malheureusement brûlé dans l'Antiquité. Et il me semble aussi qu'il y a une légende qui dit qu'il s'est suicidé parce qu'en fait il devenait aveugle. Et donc, il ne supportait plus de ne plus pouvoir voir les étoiles. Un peu de poésie.
Et au passage, c'est le même Ératosthène dont on avait parlé la semaine dernière, quand on avait parlé des nombres, il y a 15 jours, pardon, quand on avait parlé des nombres premiers, j'avais dit que déjà, à l'Antiquité, ils savaient qu'il y en avait une infinité, on avait vu la preuve par Euclide, et qu'ils avaient aussi une méthode pour les engendrer en un sens assez rapidement, qui était justement cette méthode due à Ératosthène. Alors, donc voilà, l'un des mathématiciens égyptiens de renom. Alors, hop là, continuons. Alors, est-ce qu'on a une jolie image ici? Alors, sur un autre thème qui mélange mathématiques et le monde qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien. Alors, est-ce que je peux voir un petit peu l'idée du dessin? Alors ça, c'est quelque chose qui a été observé par M. Brown vers 1880, je ne sais pas exact en tête. Donc c'est une histoire courante, c'est quelqu'un qui était plutôt un botaniste, a observé de l'ambre. Donc une pierre transparente, si vous voulez, dans lequel... donc de l'ambre, il y en a de deux types. Il y a l'ambre végétal et l'ambre animal. L'ambre animal, c'est par exemple des baleines, et l'ambre végétal, je crois que c'est de la résine fossilisée. Et donc à l'intérieur de ce qu'on pourrait voir comme un cristal, enfin c'est pas un cristal, mais c'est pour vous donner une idée, à l'intérieur il y avait une petite bulle d'air, et en regardant cette bulle d'air au microscope, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui bougeait à l'intérieur, qui bougeait un petit peu. Donc il s'est dit, c'est pas possible que ça soit un être vivant. Depuis des milliers, millions d'années, il ne peut pas y avoir un truc de vivant dans cette petite bulle d'air. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois bouger? Bon, en fait, il comprend que c'est un grain de pollen qui bouge un petit peu comme ça. Mais pourquoi il le voit bouger? Qu'est-ce qui le fait bouger? A priori, il y a rien qui bouge, c'est enfermé, un milieu confiné. Pourquoi ça bougerait? Et la façon dont ça bouge, au passage, c'est un petit peu comme ça. Donc vous imaginez, là c'est un point, au fur du temps, la petite particule de pollen, elle bouge comme ça. Elle a un mouvement un petit peu aléatoire qui va dans tous les sens, ça bouge comme ça. Alors, comment expliquer ce phénomène? Alors, c'est lié à la chose suivante, ils en ont eu l'intuition très rapidement, c'est qu'à un moment donné, voilà, je suis ici, et qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Il y a plein de petites particules d'air. Ces particules d'air, à cause de la chaleur, même si elle n'est pas très élevée, elles bougent entre elles. Elles bougent un petit peu. Plus ça bouge, plus il fait chaud, plus la pression est élevée, plus il fait chaud, etc. Donc ces petites particules d'air, elles bougent. Il y en a des milliards et des milliards, et de temps en temps, ces petites particules d'air, il y en a un peu plus qui poussent par là que par là. Donc ça déplace mon visage par là. Alors, elles ne sont pas assez nombreuses et assez fortes pour déplacer mon visage par là. Mais un petit grain de pollen très 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 léger, lui, ça suffit. Ça suffit pour le faire bouger un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu au fur et à mesure. Et à cause des fluctuations comme ça de la pression des molécules d'air autour de lui, il va bouger. On va le voir bouger comme ça. Donc c'est un phénomène aussi qu'on peut voir dans des turbulences dans de l'eau. Alors normalement, je m'avais un ici, boum 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 boum. Voilà, celui-ci peut-être. Alors je vais le déplacer par là. Alors, on voit peut-être pas très bien les points noirs, etc. Donc ça, c'est des petites molécules phosphorescentes qui ont été mises dans de l'eau. Et on voit que l'agitation thermique de l'eau fait bouger un petit peu les particules. Donc vous en suivez une, je ne sais pas, celle-ci, et imaginez que vous la suivez pendant très 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 longtemps, ça va décrire un mouvement qui est un petit peu du même acabit que le mouvement de tout à l'heure. C'est ça qu'on appelle le mouvement brownien. Alors, ici, hop là. Où est passé mon petit mouvement brownien? Ok, bon, voilà. Ok, donc le mouvement d'une particule comme ça. Alors c'est très aléatoire, c'est du hasard si vous voulez, c'est lié au hasard. Néanmoins, on peut dire des choses dessus. On peut dire des choses, et Albert Einstein a été l'un des premiers à étudier un petit peu ce mouvement des particules, ce mouvement brownien, et a énoncé une loi qui est la suivante. C'est imaginer que je me déplace pendant, on va dire, à chaque étape, vous dites, vous faites une marche comme ça, on va simplifier, on va dire qu'à chaque moment,
La particule, elle se déplace soit d'un cran vers le haut, vers le bas, ou à droite, ou à gauche. Donc ça fait une marche, soit au fur et à mesure, vous allez déplacer. Et vous imaginez que vous faites 100 pas, okay, et la question c'est au bout de 100 pas, à combien je me suis éloigné de l'origine. Donc dit autrement, combien de temps il va falloir que j'attende pour que ma particule, vraisemblablement, elle aille quitter une région qui soit, je ne sais pas, par exemple, celle-ci. Okay. Et Einstein a trouvé le rapport suivant, c'est que pour atteindre quelque chose qui serait éloigné d'une distance n de l'origine, il faut faire n au carré petit mouvement. Donc il faut mettre ça avec le temps et tout ça, mais donc l'idée c'est ce rapport entre n carré. Donc dit autrement, au bout de 100 petits déplacements, vous êtes éloigné juste de 10 pas de l'origine. Au bout de 10 000 déplacements, vous êtes déplacé que de 100 pas de l'origine. Ce rapport n carré. Donc c'est l'une des relations fondamentales pour le mouvement brownien, qui est énormément affinée après par les gens en théorie des probabilités, etc. Alors par exemple, il y a un petit problème qui est dû au mathématicien Polya, qu'on appelle le problème de l'ivrogne de Polya, qui est le problème suivant. Donc vous avez un ivrogne, qui est ici au début, vous imaginez que vous avez un ivrogne dans une rue, dans une ville, et puis à chaque instant, il va faire soit un pas en avant, soit un pas en arrière, soit un pas sur le côté, soit un pas sur le côté, et on se pose la question en fait de quelle est la probabilité, par exemple, qu'il arrive chez lui. Donc, on se déplace en côté en avant. Ou encore qu'il revienne au point de départ. Bon. Eh bien, il y a un résultat un petit peu surprenant, c'est que bien qu'il se déplace de façon complètement aléatoire, eh bien, avec probabilité 1, c'est-à-dire à coup sûr, il va finir par revenir au point de départ, continue suffisamment longtemps. Et pareil, avec probabilité 1, il finirait par arriver chez lui, en attendant suffisamment longtemps. Et ça, c'est voilà, le genre de choses que l'on peut prédire rigoureusement sur quelque chose qui est complètement aléatoire. Alors ceci, en fait, est une version, là c'était une version où je pouvais me déplacer dans les 4 au bas, enfin 4 dimensions comme ça, 4 directions plutôt. Là c'est une version dans laquelle je peux juste me déplacer dans 2 directions, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc voilà, vous avez un petit truc, soit je monte, soit je descends, etc. Et vous voyez que c'est des choses qui peuvent faire penser, par exemple, au cours de la bourse. Donc il y a toute une théorie comme ça qui a été développée d'étudier les mathématiques financières avec des outils qui sont ceux du mouvement brownien. Ça c'est un mouvement brownien, on ne se pas juste dans une direction, ça serait, etc. Alors, donc sur tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de hasard, c'est de l'aléatoire, mais néanmoins on peut dire des choses. C'est pas parce que quelque chose est aléatoire qu'on ne peut pas prédire des choses. Alors, maintenant je vais dire quelque chose qui semble être exactement le contraire. Si je tire à pile ou face avec une pièce, je ne peux rien prédire sur ce qui va arriver. Puisqu'elle n'est pas biaisée, avec probabilité à demi c'est pile, avec probabilité à demi c'est face. Donc voilà, je peux juste dire que ça va être pile ou face. On va dire que ça ne va pas tomber sur la tranche, il ne va pas y avoir, je sais pas, quelque chose qui va soudainement brûler la pièce avant que j'ai le temps de pièce. Donc je la tire, probabilité à demi, pile ou face. Donc je ne peux rien dire d'autre que ça. Donc a priori, si on pense c'est du hasard, on ne peut rien prédire. Oui mais non. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, si vous lancez non pas une fois la pièce, mais si vous la lancez, par exemple, une centaine de fois, je peux vous dire à peu près, je suis prêt à parier, combien de fois, par exemple, on peut jouer au jeu suivant. Hein. Je vais prendre une pièce, et puis à chaque fois que ça va être pile, je vous donne 1 euro. À chaque fois que c'est face, vous me donnez 1 euro. Enfin, il y a juste une personne qui donne 1 euro et je donne juste 1 euro à une personne. Voilà. Et je peux me poser comme ça la question, voilà, on fait 100 fois cette expérience-là, et quelle va être à peu près la somme qu'on a chacun au bout de 100 lancers? Hein? Vous voyez bien, c'est assez naturel pour vous. On peut imaginer que ça sera à peu près équilibré. Vous allez, vraisemblablement, s'il y a quelqu'un qui dit, vous allez avoir 100 euros et moi, moins 100 euros, c'est une possibilité, ça pourrait arriver, mais c'est peu probable que ça arrive. Il est beaucoup plus probable qu'on soit, peut-être que vous ayez 10 euros, moi moins 10, ou l'inverse. Donc, parmi toutes les répartitions possibles d'argent au bout de n étapes, il y en a qui sont plus probables que d'autres. Et on peut calculer ça exactement avec les mathématiques, il y a des jolies formules pour ça.
Et ça aboutit notamment à quelque chose, à une courbe que vous avez peut-être déjà vue. Donc, répéter beaucoup d'événements aléatoires, ça fait souvent apparaître une courbe limite qu'on appelle la courbe de Gauss. Alors, est-ce que j'ai une jolie courbe de Gauss quelque part? Je l'avais récupérée tout à l'heure. Bon. Alors, je vais vous la dessiner autrement. Donc, on va utiliser un logiciel de mathématiques professionnel. Bon, il y en a plein. C'est juste comme ça que je vais pouvoir vous dessiner la courbe. Alors, comment une façon de fabriquer cette courbe de façon expérimentale. Alors, donc là, déjà, je vais la dessiner. Ah, un petit carré. Alors, et puis on va dessiner ça pour... Alors, ne vous souciez pas de ce que je tape. Attendons de voir juste la tête de la courbe. Alors voilà. Donc, on ne le voit pas très bien là, mais c'est ce qu'on appelle la courbe en cloche. Peut-être que si j'utilise... on peut voir que c'est à peu près une tête de cloche. Donc, ça, suivant l'échelle, c'est éclate un petit peu peut-être en roulant. Vous admettrez que ça sera peut-être plus une courbe en cloche comme ça, voilà. Donc la courbe rouge. Ok. Donc ça, c'est une courbe fondamentale qu'on observe en permanence dans la nature, que l'on observe en s'entend. Si on fait certaines mesures dans la nature, des mesures répétées de choses qui sont aléatoires, à la limite, ça va donner cette courbe-là. Alors, un petit exemple de ça, c'est vous faites la chose suivante. Vous construisez sur un gros carré en bois, vous mettez des petits clous de façon régulièrement espacée et en quinconce. Là, on peut intercaler comme ça. Donc, tous ont le même espacement, mais vous les mettez en quinconce. Ok. Donc là, cela est exactement au-dessus de celui-ci, et en dessous, comme ça, on en aurait d'autres. Comme ça. Vous en mettez plein sur toute une planche. Vous faites quelque chose de très large. Ok. J'ai le principe de construction maintenant, et vous mettez des petits clous comme ça qui sortent. J'enfonce des clous. Tous enfoncés pareil sur une planche. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une balle de ping-pong, et la balle de ping-pong, on va dire qu'elle a exactement, par exemple, la largeur qu'il y a, ou moins en fait, que la largeur qu'il y a entre deux clous. Donc je prends une balle de ping-pong, et je la mets exactement sur ce clou-là. Qu'est-ce que va faire la balle? Elle va tomber d'un côté ou de l'autre. Ok? Alors, si elle tombe ici, je vais avoir pris des largeurs pour que ça arrive exactement sur ce clou-là. Elle arrive sur le clou, qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle va tomber soit à droite, soit à gauche. Hein? Probabilité, admettons qu'elle tombe là, elle arrive là. Et là, elle va retomber ici, par exemple. Elle retombe ici, par exemple. Elle tombe ici, par exemple. Et puis, vous faites quelque chose de suffisamment profond, par exemple, vous arrêtez là. Et en bas, là, vous mettez un rebord pour que les balles soient stoppées. Par exemple, elle tombe ici, elle s'arrête. Celle-ci, elle ne bouge plus. C'est le rebord. Et vous recommencez. Vous en mettez une autre. Qui, cette fois-ci, va aller là, elle tombe là, elle tombe là, elle tombe là, elle tombe là, hop, elle tombe là. Et vous recommencez. Vous allez chez là, elle va 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 là. Okay? Vous en faites là comme ça. Donc à chaque fois, c'est complètement du hasard, hein, si ça va aller là ou là. Et puis vous répétez l'expérience plein de fois, jusqu'à temps que là, par exemple, elles vont s'empiler, comme ça. Il y en a une qui va partir tout là-bas. Vous en empilez plein, comme ça. Et si vous en empilez suffisamment longtemps, eh bien vous allez voir que ça va finir par créer quelque chose qui a exactement la forme de ce que j'ai ici, comme de Gauss. Donc voici quelque chose qu'on peut s'amuser à faire chez soi et qui va faire apparaître cette courbe-là. Et donc ça, en fait, c'est exactement la même chose que le petit mouvement brodien que j'avais tout à l'heure. Regardez, je vais dire que aller par là, c'est faire 1 plus 1, aller par là, c'est faire 1 moins 1. Donc, vous gagnez 1 euro, vous gagnez 1 euro, c'est moi qui gagne 1 euro, c'est moi, vous gagnez 1 euro, je perds 1 euro, et 1. Donc, aller par là, c'est faire plus ou moins 1, ok?
Ok, avancez comme ça. Et l'endroit final, c'est la même chose que combien moi j'ai gagné d'euros ou vous en avez perdu. Donc là, ça serait 0. Là, vous gagnez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1 euro. Et les suites de tirage au sort. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirages au sort successifs, okay, que je répète plein de fois l'expérience, eh bien ça va finir par faire apparaître cette petite courbe-là. Alors pour que la courbe apparaisse vraiment, hein, il faut lancer vraiment beaucoup de boules et faire plus que lui. Un truc un peu plus haut. Donc une somme d'événements indépendants, eh bien en mathématiques, ça peut avoir une structure très très régulière, aussi régulière qu'une courbe que on sait exactement dessiner. Donc ça a été l'une des grandes découvertes. C'est dû essentiellement à Gauss, à Laplace, mathématicien français Laplace, qui est à la station de RER qui n'est pas très loin. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, en un sens, on peut prédire la météo. Donc dans le petit résumé, j'avais dû poser la question du genre comment se fait-il que les météorologues soient capables de prédire, incapables de prédire la météo à plus de 15 jours et capables de nous dire que la Terre va se réchauffer dans 200 ans, quoi. Il semble y avoir une contradiction, quoi. Comment peut-on prétendre prédire le climat à si long terme et être pas capable de dire s'il va faire soleil ou de la pluie dans 3 semaines. Enfin, dans 15 jours, 3 semaines. Alors c'est un petit peu lié au même phénomène. Alors il y a plusieurs phénomènes qui se greffent là-dedans. Quand je dis en fait que le phénomène là est du hasard, vous voyez bien que ça dépend un tout petit peu de la façon dont je lâche la boule ici. Si je lâche un tout petit peu plus à droite qu'à gauche, ça va aller un petit peu par là. Donc dans mon fonctionnement ici, j'ai supposé que je la mettais exactement pile poil au milieu. C'est quelque chose qui est très dur à réaliser physiquement. De la même façon que quand vous lancez une pièce, en fait, la pièce, si jamais vous êtes capable de maîtriser parfaitement la façon dont vous la lancez,